Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais procéder à l'analyse linéaire d'un extrait de la scène 5 de l'acte 2 de Phèdre de Racine, et plus particulièrement l'extrait qui s'étend des vers 671 au vers 711 et qui se focalise autour de l'aveu de Phèdre à Hippolyte, un aveu qui se fait durant cette tirade tout à fait explicite. Le passage commence donc du coup par le vers 670 et c'est à ce moment-là en fait Phèdre coupe la parole à Hippolyte lorsqu'elle affirme « Ah, cruel, tu m'as trop entendu » et elle réaffirme véritablement, elle confirme en tout cas au vers 670 et au vers 671 son aveu passionnel. Au vers 672 que je vous lis, « Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur », vous pouvez relever l'emploi de l'impératif présent du verbe connaître qui a une valeur injonctive et on retrouve vers 672 ici une référence à la fureur tragique, à vraiment ce mouvement passionnel irrépressible ici de Phèdre. Au vers 673 donc Phèdre affirme la chose suivante: « J'aime ». Et c'est une phrase lapidaire sans complément qui montre de nouveau aussi d'une certaine manière, ou qui souligne peut-être un peu cet aspect qu'on a pu voir dans la lecture linéaire précédente, cette tragédie du langage. Elle est incapable en fait de dire directement à Hippolyte « je t'aime », ce qu'elle va néanmoins faire en fait plus loin dans le vers lorsqu'elle dit « ne pense pas qu'au moment que je t'aime ». Et donc ici elle l'affirme finalement ensuite beaucoup plus clairement. Au vers 674, elle utilise l'adjectif « innocente ». « Innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même ». Et en employant cet adjectif, elle se met de nouveau dans une posture de victime de la fatalité, notamment la fatalité divine. « Ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison ». Vers 675 et 676. Ici, on retrouve l'emploi de l'adjectif « folle » qui renvoie à l'émergence de cette folie, finalement, ici, et l'emploi du verbe « troubler » dans la métaphore qui trouble ma raison, qui renvoie aussi à cet aspect, à cette aliénation progressive du personnage. Je me permets de relever la chose suivante aussi, des vers 673 à 676. On a une construction ici assez intéressante, puisque c'est une construction qui se fonde sur des négations, ne pense pas, ni, avec l'emploi de l'impératif présent, ne pense pas, qui marque une forme presque de précaution oratoire ici. En fait, tout se passe comme si Phèdre s'est dédouané totalement, notamment avec l'emploi de la métaphore vers 676, nourrir le poison. Elle se met une fois de plus, si vous voulez, dans une posture de victime. Vers 677, je vous le lis: « Objet infortuné des vengeances célestes ». Bon, véritablement ici, avec l'emploi de la métaphore qu'il associe à un objet, elle se place de nouveau dans une posture de victime. Et plus loin, avec l'adjectif « infortuné », d'une certaine manière, elle accroît, si vous voulez, un peu la teneur pathétique de son discours. Elle se met dans cette posture de victime d'une malédiction divine. Donc, objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Ce vers est très intéressant, il est fondé sur un parallélisme de construction, ici entre le je, les pronoms je, tu et les verbes abhorrer et détester, et ce parallélisme traduit véritablement le mépris profond qu'elle a pour elle et pour cette passion monstrueuse. Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Là, on entend véritablement une allitération F avec flanc, feu, fatal. Et puis cette métaphore du feu aussi qui insiste et appuie encore cette idée qu'elle est victime de la fatalité. Et donc on est vraiment ici dans le registre tragique.
Au vers 681 et 682, je vous les lis. « Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. » Donc, dans ces deux vers, elle rejette la faute sur les dieux. Hein. Elle se met de nouveau dans cette posture de victime de la cruauté des dieux. Et ici, l'emploi de la périphrase, si vous voulez, faible, mortelle, vers 682. Donc cette périphrase désigne Phèdre, et l'adjectif faible, hein, ici, qui est antéposé, met de nouveau l'accent sur cette posture de victime. C'est pourquoi, et j'ai oublié de le préciser avant de me lancer de manière précipitée dans cette analyse linéaire, c'est pourquoi, pour répondre à la problématique, hein, que le premier mouvement du texte, selon moi, hein, donc s'étend du début de cette tirade jusqu'au vers 682, jusqu'au moment que je viens de commenter. Et véritablement, je pense que ce mouvement, je vous propose deux titres. Soit on peut dire que ce mouvement montre véritablement Phèdre comme victime d'une forme de fatalité, ou j'aurais nommé ce mouvement quelque chose comme un aveu qui place la passion de Phèdre, hein, sous le joug de la fatalité. Voilà les deux titres, hein, qui, à mon avis, fonctionnent et qui renvoient en fait à la même idée, cette idée qu'elle insiste sur cette posture de victime dans laquelle elle est. Donc le deuxième mouvement du texte donc commence au vers, selon moi, 682 jusqu'au vers 698 et met bien en lumière, à mon sens, le paradoxe de cette passion qui mène à la souffrance du personnage. Donc je vais recommencer, je vais commencer tout simplement l'analyse de ce deuxième mouvement avec les vers 683 et 684 que je lis. Toi-même en ton esprit rappelle le passé, c'est peu de t'avoir fui cruel, je t'ai chassé. Ici, elle fait véritablement référence au combat mené contre cette passion et qui s'est traduit par la volonté de faire fuir Hippolyte. D'ailleurs, on peut noter cette petite gradation, hein, c'est peu de t'avoir fui cruel, ici cruel désigne Hippolyte, hein, je t'ai chassé, donc petite gradation entre fuir et chasser. Vers 685, je vous le lis, j'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Vous avez une petite gradation ici entre les adjectifs odieuse et inhumaine qui renvoie, à mon sens, au paradoxe, hein, de cette passion qui ne peut éclater en fait au grand jour. Vers 686, pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. Donc une référence au lexique du combat avec le verbe résister et puis toujours cette idée, voilà, d'un amour comme un combat contre elle-même en fait. Vers 687, je vous le lis. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Ici, elle emploie une question rhétorique qui, en fait, renvoie à la vanité de cette démarche qui était, voilà, donc profondément vaine. Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. On a ici un parallélisme de construction qu'il faudrait, à mon sens, commenter, et une antithèse entre les pronoms tu, je, mais également entre les verbes haïr, aimer et plus et moins. Donc un parallélisme de construction et des antithèses qui marquent à la fois l'accroissement de sa passion et de manière concomitante, hein, l'accroissement de la haine d'Hippolyte. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. Ici, au vers 689, hein, on voit bien finalement cette passion absolue, puisqu'elle est même charmée par la désolation d'Hippolyte. J'ai langui, j'ai séché dans les feux, dans les larmes. Vers 690, on a de nouveau un parallélisme de construction et ici une antithèse, hein, entre le feu et les larmes, les feux comme métaphore de cette passion. Et ce parallélisme de construction, hein, associé à l'antithèse, montre de nouveau le tourment, la souffrance, la passion destructrice, mortifère ici de Phèdre.
Les vers 691 et 692, bon, je vous les lis. Il suffit de tes yeux pour t'en persuader, si tes yeux un moment pouvaient me regarder. On a ici une répétition de la synecdoque, les yeux, tes yeux. Véritablement, Phèdre ici implore le regard d'Hippolyte sur elle, hein, peut-être pour qu'il puisse prendre conscience de sa passion. De la passion de Phèdre. Donc, vers 693, je vous le lis. Que dis-je ? Cet aveu que je viens de faire, cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ? Premièrement, il est intéressant de commenter cette interrogation. Que dis-je ? Qui apparaît à la fois comme la soudaine prise de conscience de son épanchement, qu'elle est en train de révéler, c'est cet amour interdit et incestuel pour son beau-fils. Et lorsqu'elle affirme « que dis-je », il y a aussi peut-être une volonté de maîtrise, de retour à la raison. Et donc, implicitement, on comprend que Phèdre, petit à petit, en fait, sombre dans la folie. Cet aveu que je te viens de faire, cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ? Ici, au vers 694, Phèdre semble vraiment prendre conscience de la dimension subversive de cet aveu, avec l'emploi de l'adjectif honteux qui est précédé de l'adverbe intensif si honteux, et enfin la question rhétorique, le crois-tu volontaire ? Montre bien qu'elle se dédouane et qu'elle rejette la culpabilité, en tout cas sans doute une fois de plus qu'elle se met dans cette posture de victime d'une fatalité divine. Des vers 695 à 698, bon, je vous les lis dans un premier temps. Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, je te venais prier de ne le point haïr. Faible projet d'un cœur trop plein de ce qu'il aime, hélas, je ne t'ai pu parler que de toi-même. Ici, au sein de ces vers, on a véritablement une référence à l'entreprise initiale de Phèdre, qui était de défendre son fils, donc celui qu'elle a eu avec Thésée, dans la perspective d'un accès au pouvoir, puisque souvenez-vous, comme Thésée est mort, se pose la question de qui va reprendre le trône. Mais le vers 698 souligne en fait l'incapacité de Phèdre de mener à bien cette entreprise, ce pourquoi elle était venue voir Hippolyte, car elle est rattrapée par la violence de sa passion, ce qu'elle exprime d'ailleurs avec l'emploi de l'interjection qui est profondément pathétique, qui a un effet pathétique ici, hélas. C'est sur ce vers que se termine ce deuxième mouvement. Et enfin, à mon sens, cette tirade met en lumière un troisième mouvement, du vers 699 au vers 611. Un troisième mouvement qui montre bien, si vous voulez, l'éclat de sa folie, qui se manifeste par une volonté de mourir, mais mourir par la main d'Hippolyte. Donc, première proposition de titre, ce serait celui que je viens de donner. Donc, un mouvement qui met en lumière l'éclat de la folie de Phèdre, qui se manifeste par un désir de mourir, ou la mort comme échappatoire. Au vers 699, et d'ailleurs au vers 701, on note l'emploi ici de 3 impératifs présents. Venge-toi, punis-moi, délivre. Donc ça c'est au vers 701, et ces impératifs ont une valeur injonctive. Ici, il montre bien, si vous voulez, la volonté de Phèdre d'exhorter, en fait, elle cherche à exhorter la violence d'Hippolyte, à faire éclater la violence d'Hippolyte. Donc, venge-toi, punis-moi d'un odieux amour, digne fils du héros qui t'a donné le jour, délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. Alors, ce qu'on relève ici véritablement et qu'il faudrait commenter, c'est cette métaphore, vers 701, entre elle-même et un monstre, et qui montre bien, si vous voulez, qu'elle a conscience de l'ignominie et de la violence de cette passion. Je vous lis le vers 702. La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte ? C'est une question rhétorique.
qui montre l'accroissement profond de sa folie et cette provocation à la haine, d'accord. Avec le verbe oser, il y a aussi cette idée presque d'audace, de faute, d'hubris, cette démesure, donc, cette démesure dont elle est victime. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t'échapper, ici au vers 703. Phèdre répète, si vous voulez, réemploie cette métaphore du monstre, qui est d'ailleurs accentuée ici par l'emploi de l'adjectif postposé affreux, et qui montre de nouveau cette exhortation au meurtre. Et finalement, elle est dans une posture presque de supplication, elle est en train de dire à Hippolyte, tue-moi pour me délivrer de cette passion monstrueuse, infernale, voilà, comme si la mort finalement était son unique échappatoire. Vers 704, un vers très connu aussi que je vous lis. « Voilà mon cœur, c'est là que ta main doit frapper. » Donc, premièrement, on relève 2 synecdoques. La première, c'est « voilà mon cœur ». Le cœur ici, et puis de manière générale, est associé, c'est le siège des émotions, mais également l'organe vital. Donc, elle lui tend, si vous voulez, à la fois, finalement, c'est cet organe vital. Donc, elle est toujours dans cette volonté de le supplier, de l'exécuter. Voilà mon cœur, c'est là que ta main doit frapper. Deuxième synecdoque, ta main. Et qui montre de nouveau, alors je me répète un petit peu, mais cette volonté d'exhorter en lui le crime pour être délivré de cette passion. Enfin, toujours dans ce vers, cette urgence de mourir apparaît également à travers l'emploi du verbe modal doit, c'est le verbe devoir, c'est là que ta main doit frapper, comme si c'était une nécessité. Les vers 705 et 706 renvoient toujours à cette exhortation au crime, je vous les lis. Impatient déjà d'expier son offense, au devant de ton bras, je le sens qui s'avance. Je passe un peu plus vite sur ces 2 vers pour arriver au vers 707 où ici vous avez cet impératif d'ailleurs qui fait écho au vers 711, frappe, point. Et donc c'est une phrase, un impératif qui est exprimé dans cette phrase lapidaire, très courte puisqu'elle est constituée que d'un seul mot et qui souligne encore et qui met en lumière la violence finalement de cette injonction. Ou si tu le crois indigne de tes coups, ici le désigne le cœur de Phèdre, si ta haine m'envie un supplice si doux, ou si d'un sang trop vil ta main serait trempée, au défaut de ton bras, prête-moi ton épée. Donc des vers 707 à 709, on a une série d'hypothèses ici qui renvoient de nouveau à la posture de victime dans laquelle Phèdre se projette, dans laquelle elle se met, elle se place. On a aussi ici tout un lexique qui renvoie de nouveau à cette posture-là, avec l'adjectif indigne, avec le nom commun haine, avec l'adjectif vil. Au vers 710, donc vous avez également cet impératif, prête-moi, avec le verbe prêter, prête-moi ton épée, qui marque ici sa volonté de suicide, en somme, et donc qui met aussi en lumière le caractère extrême de cette passion et la révélation progressive de la folie du personnage, qui est prêt à aller jusqu'à la mort, qui est dans un désir de mort, d'anéantissement total. Enfin, dernier vers, c'est le vers 711, qui conclut, si vous voulez, cette tirade de Phèdre, avec l'emploi de l'impératif présent du verbe donner, donne, et de nouveau, comme au vers 707, une phrase, donc un impératif qui apparaît dans une phrase extrêmement courte, extrêmement lapidaire, et donc il y a un véritable jeu sur le rythme ici qui accroît cette violence et qui montre l'éclat de cette folie.
Voilà pour cette analyse linéaire. Je vous invite évidemment, comme pour la précédente, à prendre un maximum de notes et de compléter vos notes, de compléter vos préparations. Et comme je l'ai mentionné tout au début de ce podcast, évidemment, le jour de l'oral, eh bien, vous devez avoir une introduction, un moment de lecture avant la problématique. Et vous devez évidemment finir tout ça par une conclusion qui propose aussi une ouverture.